Au début de la chaîne, j'ai réalisé une vidéo sur la Royal Navy et son rôle dans l'abolition de la traite des esclaves dans l'Atlantique. Cependant, cette vidéo était vraiment très courte selon les standards ultérieurs de la chaîne pour les vidéos du mercredi. Et les braves gens sur Patreon voulaient une couverture plus approfondie de ces efforts, alors nous y voilà. Vous pouvez aussi voter sur certains sujets de la chaîne en rejoignant Patreon. Le lien est dans la description ci-dessous. Avant de commencer la partie principale de la vidéo. Cependant, je pense qu'il serait utile de dissiper quelques mythes sur l'Empire britannique et la traite atlantique des esclaves. Idéalement, pour éviter qu'ils ne soient spammés dans les commentaires et que tout le monde perde son temps. Premièrement, la Grande-Bretagne était-elle le plus grand négrier de la route transatlantique? Non, ce sont les Portugais qui remportent le triste honneur d'être les plus grands négriers, avec plus d'1 million de personnes transportées en plus, selon les sources les plus sérieusement étudiées, j'ai pu trouver un peu moins de 6 millions d'esclaves au total. La Grande-Bretagne arrive loin derrière, avec tout de même un peu plus de 3 millions de personnes transportées, et ensuite tous les autres, la France, les Pays-Bas, l'Espagne, les États-Unis et divers autres, par ordre décroissant, réunissent à peine un peu plus que le total global de la Grande-Bretagne. Soit dit en passant, il convient de noter que ceux qui sont enregistrés comme ayant transporté les esclaves ne correspondent pas nécessairement aux destinations où ces esclaves sont allés. Outre les problèmes évidents, les esclaves envoyés dans les 13 colonies avant la guerre d'indépendance étaient comptés comme transportés sur des navires britanniques vers un territoire britannique. Après la guerre, ces mêmes navires vers ce territoire étaient vus comme américains débarquant sur un territoire américain. Les navires négriers vendaient aussi des navires dans des ports étrangers à divers moments. Bien que la fréquence variait, il était connu qu'ils utilisaient de faux pavillons. C'est quelque chose qui reviendra assez souvent au cours de la vidéo. Deuxièmement, est-ce que la Grande-Bretagne a commencé la traite transatlantique des esclaves? C'est une question qui apparaît parfois sur les parties les moins bien informées d'Internet. Non, ce sont les Espagnols et les Portugais qui l'ont initié. En effet, l'une des premières tentatives des marchands anglais pour s'impliquer dans la traite des esclaves fut celle de Drake et Hawkins, qui ont cherché à pénétrer le marché espagnol déjà existant. Cet effort s'est achevé avec la bataille de San Juan de Ulúa, les Espagnols souhaitant conserver tous les profits de la traite des esclaves en expansion. Et troisièmement, la Grande-Bretagne a-t-elle essayé de mettre fin à la traite des esclaves simplement en raison de ses avantages à lancer la révolution industrielle, ce qui, soi-disant, réduit le besoin d'esclaves? Ils cherchaient seulement à devancer leurs concurrents, car la Grande-Bretagne ne profitait plus réellement de l'esclavage. C'est un argument plus complexe, mais qui refait également surface dans les parties les moins intellectuellement douées d'Internet. Car ce n'est absolument pas vrai, puisque non seulement la révolution industrielle venait à peine de commencer lorsque la Grande-Bretagne a interdit la traite internationale des esclaves, mais les secteurs industriels que la révolution industrielle a touchés. Premièrement, des choses comme les pompes à vapeur dans les mines n'étaient pas des secteurs industriels où l'on utilisait des esclaves. Les industries qui utilisaient massivement des esclaves ont en réalité été parmi les dernières à être mécanisées, et certaines de ces industries ne sont encore aujourd'hui qu'à moitié mécanisées au mieux. Un autre domaine, en dehors du pompage des mines, que la première révolution industrielle a profondément transformé, était la production de coton, avec des machines à filer qui ont remplacé le travail manuel pour transformer le coton brut en fil et en tissu. Mais cette industrie se développait en Grande-Bretagne et l'efficacité accrue des machines a en réalité augmenté la demande de coton brut. Et cela a été bien sûr produit en très grande quantité par le travail des esclaves, ce qui a donc en réalité augmenté la demande d'esclavage. Et comme nous le verrons tout au long de la vidéo, il y avait un segment constant et très bruyant de l'establishment britannique lors des opérations anti-esclavagistes qui non seulement voulait que ces opérations soient réduites ou cessent complètement, mais faisait aussi constamment pression pour que l'esclavage soit à nouveau légalisé. Et ce segment de la société était composé presque entièrement des différents magnates et propriétaires industriels. Leur argument très spécifique était le suivant. L'incapacité d'importer des esclaves, et plus tard de posséder des esclaves tout court, nuisait gravement à leur productivité et à leur compétitivité par rapport aux colonies des autres nations qui, bien sûr, importaient et utilisaient toujours la main-d'œuvre esclave. Et ils utilisaient également leur influence et leur argent pour tenter d'obtenir la clémence envers les négriers capturés dans certains cas où ils étaient traduits en justice. Donc, cela veut-il dire que la Grande-Bretagne ne commerçait pas massivement des esclaves à l'époque?
Non, bien sûr, ils le faisaient, tout comme nous l'avons déjà établi, à peu près tout le monde le faisait, et oui, ils y réussissaient relativement bien. Mais comme pour toute chose, si vous allez condamner quelqu'un, quelque chose ou une organisation pour ses actions, cela n'aide pas votre argumentation lorsque vous inventez simplement des choses manifestement fausses à son sujet. Il y a déjà bien assez d'horreurs liées à la traite des esclaves sans qu'il soit nécessaire d'en inventer de toutes pièces. Maintenant que cela est clarifié, commençons notre couverture de la traite des esclaves proprement dite et de sa suppression. Le mouvement abolitionniste en Grande-Bretagne avait commencé à prendre de l'ampleur vers le milieu des années 1700, en partie comme un mouvement moral général, mais il avait aussi de fortes connotations religieuses. Certains des principaux acteurs du mouvement abolitionniste naissant étaient, vous pourriez le trouver surprenant, d'anciens négociants d'esclaves qui étaient ensuite devenus de fervents croyants et cherchaient à expier leur conduite passée, en partie en menant une campagne acharnée contre celle-ci. D'autres, affirmant aussi partager leur foi, ont continué la traite des esclaves, mais la double nature physique et spirituelle du mouvement abolitionniste reste incontestable. En 1772, il y eut une affaire judiciaire célèbre, souvent appelée l'affaire Somerset, du nom de l'esclave en question qui avait cherché à échapper à son maître alors qu'il se trouvait en Angleterre. James Somerset, un esclave qui avait été acheté dans ce qui étaient alors les 13 colonies, avait été appréhendé avec l'intention de son maître de l'envoyer dans les Caraïbes pour travailler dans une plantation, puisqu'il avait décidé qu'il était plus de problème que cela n'en valait la peine de le garder auprès de lui. Cela a été contesté devant le tribunal et Lord Mansfield, le juge président, a finalement rendu une décision. Cela revenait essentiellement au fait qu'il n'existait en réalité aucune loi en Angleterre qui autorisait explicitement l'esclavage ou des conditions similaires et au principe que les lois étrangères ne s'appliquaient pas sur le sol anglais et évidemment l'inverse non plus, et que l'esclavage permettait un contrôle aussi total sur le destin d'une personne par une autre personne qu'il ne pouvait être légal que s'il était spécifiquement établi par la loi. Mansfield ordonna la libération de Somerset, notant en partie, en ce qui concerne l'esclavage, qu'il est tellement odieux que rien ne peut être toléré pour le soutenir, sauf une loi explicite. Quels que soient donc les inconvénients qui peuvent découler de cette décision, je ne peux pas dire que cette affaire soit permise ou approuvée par la loi anglaise, et donc le noir doit être libéré. Bien qu'il s'agisse d'une décision relativement limitée en soi, elle a néanmoins déclenché une série d'événements. Cela a rendu la détention d'esclaves en Angleterre presque impossible, cette décision servant de précédent. Et cela a lancé un débat important sur la raison pour laquelle les lois dans diverses colonies britanniques autorisaient l'esclavage si celui-ci n'était pas applicable sur le sol britannique. Et, bien sûr, cela a donné un élan supplémentaire au mouvement abolitionniste. D'autres événements survenus peu de temps après ont aggravé la situation. Pendant la guerre d'indépendance américaine, il a été décrété que tout esclave qui atteignait un navire ou un fort britannique était libre. Et après la guerre, le gouvernement naissant des États-Unis a exigé le retour de ce qu'il appelait des biens volés. Bien que la Grande-Bretagne ait à peine sauvé la situation générale de la guerre, elle a refusé ces demandes et relogé les esclaves affranchis dans d'autres territoires britanniques, comme hommes et femmes libres. L'impact de la décision Somerset a également été cité dans plusieurs tribunaux d'État américains, alors que les États-Unis nouvellement formés commençaient à décider, État par État, s'ils allaient autoriser ou non l'esclavage. Vous remarquerez que j'ai utilisé le terme « droit anglais » tout en faisant référence en même temps à la Grande-Bretagne dans son ensemble. C'est parce que l'Écosse avait et a toujours son propre système juridique. Et à la fin des années 1770, une affaire distincte en Écosse, influencée par et citant la décision Somerset, a déterminé que le droit écossais n'autorisait pas non plus l'esclavage. Ainsi, à la fin des années 1770, par décision directe ou par déduction, il était essentiellement illégal de garder un esclave dans les îles britanniques. Au cours des 2 décennies suivantes, diverses lois abolitionnistes ou propositions de telles lois ont été introduites au Parlement. Certains proposaient une interdiction plus immédiate, d'autres une abolition progressive, cette dernière étant généralement un peu plus populaire. Mais au début des années 1790, lorsqu'il semblait qu'une mesure pourrait réellement obtenir la majorité des voix, la reprise de la guerre avec la France a à la fois relégué la question au second plan de manière générale et nuit à la cause dans son ensemble de façon plus spécifique, puisque beaucoup des principaux abolitionnistes avaient exprimé une cause commune avec certains des révolutionnaires français qui voulaient également mettre fin à l'esclavage.
Mais les excès ultérieurs de certains éléments du mouvement révolutionnaire, ainsi que l'entrée en guerre, ont fait que ces associations ont fini par faire perdre du soutien au mouvement anti-esclavagiste au Royaume-Uni pendant un certain temps. Cependant, en 1802, la situation s'est améliorée, il y a eu une paix temporaire et Napoléon a ordonné la reprise de l'esclavage dans l'Empire français. Même si ce n'était pas une bonne nouvelle pour les esclaves de l'Empire français, cela a tout de même eu un impact. La plupart des gens associaient la France au mouvement abolitionniste et l'emprisonnement d'un des principaux défenseurs de l'esclavage, Lord Melville, pour des accusations distinctes de corruption financière, combinées à l'arrivée d'un nouveau Premier ministre favorable à l'abolition, signifiait que, en 1806, une loi a finalement été adoptée. Celle-ci interdisait l'importation de nouveaux esclaves dans tout territoire britannique et interdisait également que tout navire britannique ou tout financement britannique soit utilisé dans la traite des esclaves. Cela ne changeait rien pour ceux qui étaient déjà réduits en esclavage dans les colonies britanniques. Évidemment, il faudrait attendre plus tard pour cela, mais c'était un début. En 1807, une autre loi est allée plus loin, déclarant que toute l'activité de la traite des esclaves était une entreprise criminelle. Ainsi, elle n'était plus du tout autorisée sur le territoire britannique, mais elle a également fermé une faille de l'année précédente qui permettait encore aux navires étrangers d'apporter des esclaves dans les colonies britanniques. Les voix les plus fortes contre cette mesure venaient des députés représentant diverses industries et métiers qui utilisaient massivement des esclaves, arguant que les dégâts pour l'économie des colonies seraient immenses. Un argument similaire qu'ils avaient déjà avancé lors des précédentes tentatives de faire passer de telles lois, mais avec la campagne abolitionniste, la question devenait autant une affaire de foi et de moralité que de simples lois et de justice. Cette fois, les groupes pro-esclavagistes ont largement été mis en minorité au vote. Le fait que certains abolitionnistes aient présenté toute l'affaire à la presse comme une nouvelle occasion pour la Grande-Bretagne de se montrer supérieure aux Français a également aidé à gagner des voix dans certaines régions. Ces efforts dans le pays ont également été accompagnés par un regain d'initiatives pour soutenir la colonie, alors nouvellement fondée de Sierra Leone, qui avait été créée à l'origine à la fin des années 1780 pour établir un lieu en Afrique où les esclaves affranchis pouvaient retourner sans risquer d'être réduits à l'esclavage à nouveau. Cette tentative particulière avait mal commencé, entre un débarquement sous un mauvais temps et divers voisins hostiles. Mais dans les années 1790, la colonie avait commencé à prendre de la force. L'année suivante, en 1808, les États-Unis ont également adopté une loi similaire à celle de 1806 au Royaume-Uni, interdisant l'importation ou le commerce d'esclaves par des navires américains. Cependant, il y avait une grande différence, tant dans la volonté que, pour être honnête, dans la capacité des deux nations à réellement faire appliquer ces lois. La traite des esclaves avec les États-Unis par diverses nations, y compris par des négriers américains, allait donc se poursuivre pendant un certain temps, car la loi était rarement, voire jamais, appliquée. Bien que la Grande-Bretagne fût en guerre avec la plupart de l'Europe, en 1807, la Royal Navy a rapidement détourné des ressources pour appliquer la nouvelle loi d'abolition du Royaume-Uni. L'escadron de la Royal Navy dans les Caraïbes protégeait surtout les colonies britanniques et attaquait les navires français et espagnols présents dans la région, bien que les Espagnols changèrent de camp en 1808. Cependant, les frégates de l'escadron trouvèrent vite une autre mission, saisir les navires négriers, aidés par le blocus d'autres éléments de la Royal Navy de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui réduisait le nombre de navires de guerre hostiles à affronter. Des commerçants britanniques ont tenté de contourner les lois en enregistrant leurs navires sous pavillons étrangers. À la fin des années 1800, des dizaines de navires furent soudain découverts dans les docks de Liverpool sous pavillon portugais ou américain, et beaucoup étaient en fait étrangers. Ils ont pu acheter du matériel pour la traite des esclaves chez plusieurs commerçants britanniques. Cependant, la Royal Navy saisit rapidement certains de ces navires pour avoir arboré de faux pavillons et être des navires négriers. Puisque les docks de Liverpool n'étaient pas vraiment difficiles à surveiller, cette pratique cessa rapidement, forçant ainsi ces armateurs britanniques à commercer dans des marchandises plus ordinaires ou à tenter de devenir nettement plus rusés dans leurs efforts pour poursuivre l'esclavage. Mais l'évolution de la guerre compliqua les choses. La France étant l'ennemi, le blocus des ports français et occupés relevait simplement d'un principe général. Mais le Portugal était un allié, et après l'invasion du Portugal en 1807 et le transfert du gouvernement portugais au Brésil, il devint aussi un allié en exil.
Cela signifiait qu'on ne pouvait exercer qu'une pression limitée sur les Portugais pour qu'ils cessent leur traite des esclaves, et ils ont refusé sous cette pression. L'Espagne, en changeant de camp l'année suivante, a en fait causé plus de problèmes, car cela signifiait que les navires négriers espagnols pouvaient à nouveau naviguer sans être soumis à des attaques générales de la Royal Navy. De crainte de perturber la fragile alliance entre les deux nations, dès 1808, l'amirauté avait déjà commencé à mettre en place un système pour lutter contre la traite des esclaves. Un tribunal de l'amirauté fut établi à Freetown, en Sierra Leone, car cela se trouvait plus près des principales zones de traite des esclaves et donc plus facile d'accès. Plutôt que de renvoyer les navires jusqu'au Royaume-Uni, un navire négrier capturé était envoyé là-bas, les esclaves étaient libérés et les navires étaient condamnés. Il existait également un système appelé prime par tête qui fut mis en place. Cela ajoutait une prime à la récompense pour le navire lui-même et était basé sur le nombre et le type d'esclaves libérés. Si le navire négrier appartenait à une nation en guerre avec la Grande-Bretagne, les esclaves masculins valaient 40 livres les femmes, 30 livres et les enfants de moins de 14 ans, 10 livres. Si le navire négrier venait d'une nation qui n'était pas en guerre avec la Grande-Bretagne, ses valeurs étaient réduites de moitié. Mais cela était généralement conçu pour servir 3 objectifs principaux. Cela signifiait qu'il y avait une motivation financière et morale à garder les esclaves en vie. Deuxièmement, cela offrait une certaine compensation face aux risques liés à l'exploitation dans les eaux tropicales, souvent infestées de maladies. Et troisièmement, cela encourageait les équipages à être particulièrement vigoureux dans la poursuite des navires négriers, car un navire transportant plusieurs centaines d'esclaves pouvait voir sa valeur comme prise augmenter de 4 à 5 fois par rapport à la valeur du navire lui-même, une fois la prime par tête prise en compte. Au début de l'année 1808, les 3 premiers navires de la Royal Navy dédiés aux opérations anti-esclavagistes patrouillaient déjà le long de la côte africaine. Le HMS Derwent, armé de 18 canons, était en patrouille directe, tandis que le HMS Solbay, armé de 32 canons et une plus petite canonnière, le brigadier le Tigris, avait été envoyé pour une mission apparemment improbable, l'hydrographie. L'amirauté réalisa vite qu'elle ignorait la côte ouest africaine, contrairement aux trafiquants d'esclaves. L'une de ses premières missions fut donc de cartographier précisément côtes, baies et criques. Ainsi, les autres navires de la Royal Navy pouvaient mieux localiser les trafiquants d'esclaves et les poursuivre plus efficacement et en sécurité. Au cours de la première année d'opération, le Derwent captura 9 navires, dont 3 battant pavillon américain et 2 portugais. La plupart de ces navires étaient soupçonnés de battre pavillon de complaisance. En 1809, les 3 navires, ainsi que quelques autres, unirent leurs forces et attaquèrent la colonie française du Sénégal qui servait de base aux corsaires. Et les corsaires menaçaient de perturber le travail anti-esclavagiste. Cette attaque visait au départ principalement à éliminer les corsaires, mais elle a fini par entraîner la reddition de toute la colonie. Bien que le Solbay ait été détruit par les courants du fleuve au cours de ces événements, il serait rapidement remplacé par le Crocodile, un navire de 22 canons, mais le capitaine Columbine, d'abord commandant du Solbay, puis du Crocodile, fut également nommé gouverneur de la Sierra Leone. Il était rappelé car il avait fait des déclarations très publiques et incisives concernant les actions de ses prédécesseurs qu'il accusait. Il accusait certains d'avoir convaincu des esclaves affranchis de s'engager comme soi-disant apprentis selon des conditions à peine différentes de l'esclavage, si ce n'est qu'ils étaient censés être payés. Comme ces accusations impliquaient également certains des anti-abolitionnistes les plus puissants au Royaume-Uni, ils semblent avoir utilisé leur influence pour le faire destituer avant qu'il n'attire trop l'attention sur le scandale. Les 3 navires furent envoyés, le cutter Tickler pour les zones les moins profondes, tandis que les brigantins Hawk et Dauntless apparurent chacun quelques mois lors de leur passage pour d'autres missions. Mais ils avaient reçu l'ordre de faire escale dans la région et d'aider au mieux. Au début de 1810, une douzaine de négriers supplémentaires avaient été capturés, tandis qu'environ la moitié d'entre eux s'avéraient arborer légitimement les pavillons de différents pays, comme ils l'avaient affirmé, et les navires furent donc relâchés sans leurs esclaves, tandis que l'autre moitié s'est avérée arborer de faux pavillons. C'était surtout un mélange de navires américains et britanniques sous fausses couleurs qui furent saisis et leurs esclaves libérés. L'un d'eux fut même transformé en annexe du Crocodile, augmentant ainsi les capacités de l'escadron.
Il est également à noter qu'en 1810, un nouveau traité fut signé entre la Grande-Bretagne et le Portugal. Il s'agissait principalement d'un traité commercial et économique. Et bien que cela n'ait pas complètement mis fin à la traite des esclaves portugaises, cela interdisait à leurs navires de prendre des esclaves ailleurs que sur un territoire réellement portugais, ou même dans une partie du territoire portugais qui n'était pas utilisée à des fins de traite des esclaves, c'est-à-dire ils ne pouvaient pas ouvrir de nouveaux ports négriers. Cette mesure visait à limiter quelque peu la traite et montrait la voie à suivre pour les futures négociations de traités britanniques. Ils étaient prêts à échanger certains avantages contre des progrès dans la lutte contre la traite des esclaves de ce pays. Bien sûr, ce traité en particulier était conclu entre amis. Un traité de paix avec un ennemi vaincu donnerait évidemment beaucoup plus de poids à la Grande-Bretagne. En 1810, le corsaire Dart s'est également joint à l'action, ayant réussi à obtenir une lettre de marque pour opérer contre les négriers, et il a rapidement ramené des prises. 3 navires portugais ont été surpris à violer le nouveau traité. La Royal Navy a également intercepté un trio de navires négriers américains arborant de faux pavillons, cette fois des drapeaux espagnols et suédois, mais la Royal Navy était aussi active ailleurs. Des informations ont révélé que Tenerife servait aux navires négriers britanniques et américains à obtenir des papiers espagnols auprès de son gouverneur corrompu. Durant l'été, le HMS Amelia, navire de 38 canons, fut envoyé patrouiller et inspecter les navires dans cette zone. En plus de capturer un corsaire français, l'Amelia a abordé près de 24 navires et découvert que plusieurs arboraient de faux pavillons. Cependant, en 1811, le capitaine Columbine était décédé d'une maladie contractée après plusieurs années d'opérations au large de la côte ouest africaine. Mais même si la guerre faisait rage, ses efforts ont eu un certain effet. À ce stade, de nombreux navires britanniques avaient abandonné l'usage de faux pavillons pour poursuivre la traite des esclaves, car trop étaient capturés et la tromperie de leurs propriétaires était largement médiatisée dans la presse nationale. Dans l'ensemble, on estime que la traite des esclaves vers les Caraïbes avait diminué d'environ un tiers. Cependant, certains secteurs de l'industrie britannique ont continué à commercer des esclaves sous de faux pavillons ou à soutenir des expéditions étrangères, ce qui a mené à l'adoption de la loi sur les crimes graves. Cela signifiait que tout citoyen britannique impliqué de quelque manière que ce soit dans la traite des esclaves risquait une peine de 3 à 5 ans de travaux forcés, ou il serait déporté en Australie avec une peine maximale pouvant aller jusqu'à 14 ans. Elle étendait également les dispositions relatives aux primes pour les navires négriers afin de couvrir définitivement les périodes en dehors de tout temps de guerre. Un précédent important fut établi par l'affaire d'un navire américain surpris sous fausse bannière. Bien qu'elle ne transportât aucun esclave, elle était manifestement équipée pour la traite. Et le tribunal a jugé que le navire pouvait être saisi et condamné en raison de l'intention manifeste de pratiquer la traite. Même si elle ne transportait pas réellement d'esclaves à ce moment-là, cela signifiait à son tour que divers navires pouvaient être saisis et condamnés, même sans esclaves à bord, s'il était évident quelles étaient leurs intentions. Et cela a également fermé une faille dont certains négriers abusaient, qui consistait en la pratique assez révoltante de jeter leurs esclaves par-dessus bord lorsqu'ils étaient poursuivis. Ils soutenaient qu'ils ne pouvaient être saisis lors de leur capture, car ils n'avaient alors plus d'esclaves à bord. De nouveaux navires arrivèrent, des plus de négriers furent saisis, dont d'autres navires britanniques sous fausses couleurs. Bientôt, les premiers équipages de négriers britanniques furent condamnés à la déportation ou aux travaux forcés, selon la loi sur les crimes graves. À la fin de 1811, le capitaine Irby arriva avec l'Amelia, que nous avions vu pour la dernière fois patrouillant au large de Tenerife, et en l'espace de quelques mois, il avait capturé 8 négriers et dissuadé 3 autres navires portugais dont il avait eu connaissance de prendre des esclaves dans des ports non portugais. Alors qu'Emilia guidait les nouveaux arrivants sur la côte, les navires négriers semblaient non seulement plus nombreux, mais aussi plus habiles à se dissimuler. Pour compliquer ces affaires, il y eut la déclaration de guerre en juin 1812 entre la Grande-Bretagne et l'Amérique. Cela signifiait que tout navire sous pavillon américain devenait une cible légitime, simplifiant ainsi la situation. Cependant, cela obligeait la Royal Navy à opérer au large de la côte est américaine pour protéger la marine marchande britannique des navires de guerre et corsaires américains. En maintenant un blocus sur la majeure partie de l'Europe, cela exerçait une pression sur les engagements au large de la côte ouest africaine. Cependant, même dans ces conditions, les navires de la Royal Navy ont continué leur patrouille.
La frégate de 6e rang HMS Tees, dirigée par le capitaine Scobell, s'est jointe à l'effort et a profité de son profil particulier pour se faire passer pour un autre navire négrier, en abaissant certaines sections de mât et en utilisant ce déguisement selon les tactiques classiques, pour capturer 4 navires négriers en seulement 6 semaines. À la fin du mois d'août, elle a capturé la goélette Flore de America avec 364 esclaves à bord. L'équipage britannique, choqué par les conditions à bord, pire que sur un navire négrier classique, fit monter les esclaves sur le pont pour désinfecter la cale, puis plaça l'équipage négrier dans une embarcation avec juste assez de vivres pour rejoindre la côte africaine et les abandonna à la dérive. On ne saurait vraiment sous-estimer la prévalence des maladies sur la station. Lorsque l'Emilia de taille et la sloop Kangaroo se sont retrouvées, cette dernière était pratiquement immobile à cause du nombre impressionnant d'hommes incapables de bouger. Et l'Amelia n'était pas très loin derrière, mais comme la Kangaroo était le plus petit navire, il a été proposé de transférer les membres d'équipage les plus sains de l'Amelia vers la Kangaroo. Ainsi, au moins, elle et Tai pourraient poursuivre leurs efforts. Les 3 navires sont restés presque opérationnels grâce à l'arrivée de la majorité de l'équipage du brigadier HMS Daring, qui participait aussi à la patrouille anti-esclavagiste, mais avait été poursuivi et forcé de s'échouer par 2 frégates françaises. L'équipage s'était échappé en petites embarcations. Ces frégates ont entravé les patrouilles anti-esclavagistes, car si l'une a réussi à s'échouer pendant une tempête, l'autre. L'Aréthuse a engagé l'Emilia dans un long duel finalement indécis qui a néanmoins forcé l'Amelia. Son gréement étant très endommagé et sa coque déjà très usée, elle dut retourner au Royaume-Uni pour des réparations assez rapidement. Seule Tees resta en poste, et elle continua à capturer régulièrement des navires. Cependant, à l'été 1813, une expédition remontant la rivière Mercerado pour arrêter 2 trafiquants d'esclaves britanniques vit ces derniers résister, et une bataille à grande échelle éclata autour de la factorerie d'esclaves. Un terme utilisé à l'époque pour désigner les camps fortifiés servant à acquérir et traiter les esclaves avant leur embarquement sur les navires. Les trafiquants d'esclaves profitèrent de la confusion de l'incendie pour fuir, mais furent capturés par des habitants locaux. Ces derniers, ayant eux-mêmes été victimes de raids menés par d'autres tribus et par la factorerie, étaient, on le comprend, loin d'être satisfaits. Voir les trafiquants d'esclaves sur leur territoire, et les trafiquants furent remis aux Thaïlandais. Les 2 hommes furent ensuite condamnés à la déportation avec une peine de 14 ans. D'autres navires arrivèrent cet automne-là, mais ils apportaient également de nouveaux ordres. La hausse du nombre de corsaires français et américains, qu'ils soient navires de guerre ou privés, a poussé les navires de la station à patrouiller plus loin en mer pour protéger plus largement le commerce britannique. Cependant, le capitaine Maxwell, du sloop HMS Favorite de 16 canons, a décidé d'interpréter ses ordres de manière créative en déclarant qu'avec les autres navires sur ses postes de patrouille éloignés, protéger le commerce britannique passait par la perturbation du commerce ennemi, principalement axé sur les esclaves dans cette région, donc en s'en prenant aux négriers. Après avoir capturé plusieurs navires négriers, il envoya son équipage en chaloupe remonter la rivière Pongas, où ils incendièrent 9 usines d'esclaves et poursuivirent les négriers survivants plus loin sur la rivière. Cependant, cette opération à elle seule coûta la vie à 16 hommes à cause de diverses fièvres et autres maladies, un schéma courant dans ce type d'opération. Plus tard cette année-là, les ingérences politiques reprirent, avec de nombreux navires négriers capturés, surtout des Portugais pris en violation du récent traité. Leurs soutiens ont fait pression sur le ministre des Affaires étrangères pour qu'il ordonne à la marine de ne pas intercepter les navires portugais. Le capitaine Irby jugea cette décision absurde, car chaque négrier du secteur arborerait vite un pavillon de complaisance portugais. Il envoya donc une réponse demandant des éclaircissements sur ses ordres. Incidemment, il choisit justement un navire marchand relativement lent pour transporter ladite lettre, compte tenu de la vitesse générale des navires et de la rapidité de la correspondance à l'époque. Cette réponse était essentiellement un doigt d'honneur poli. Cela a offert à la Royal Navy plusieurs mois supplémentaires de recherche, le temps qu'une réponse soit formulée et qu'un navire soit trouvé pour rapporter cette réponse au capitaine Irby, puis que le navire chargé de répondre le retrouve effectivement. Cet effort a été fructueux, les patrouilles anti-esclavagistes restaient actives. En 1814, alors que la situation de la Royal Navy s'améliorait à l'échelle mondiale, Napoléon fut contraint d'abdiquer et de partir en exil. En mai de cette année-là, une paix générale régnait en Europe et la Royal Navy était engagée dans son plus grand déploiement. Le blocus de l'Europe pouvait être levé, libérant ainsi d'énormes ressources.
Certaines de ces ressources furent envoyées outre-Atlantique pour renforcer le blocus de la côte est des États-Unis. Comme la guerre de 1812, au nom incroyablement mal choisi, se poursuivait encore en 1814, en fin d'année, malgré l'avancée des négociations pour mettre fin à la guerre, un blocage subsistait. Les Britanniques demandaient plus de moyens pour atteindre leurs objectifs. Les navires négriers battant pavillon américain en temps de paix, les États-Unis s'y opposant de leur côté. L'arraisonnement de navires américains par des navires britanniques était, à première vue, une des raisons initiales de la guerre entre les deux nations. Finalement, les deux pays se sont engagés à déployer leurs meilleurs efforts pour mettre fin à la traite des esclaves. Un terme vague que les États-Unis pensaient pouvoir utiliser pour reprendre leurs anciennes pratiques, qui était limité. Les Britanniques pensaient utiliser ce terme pour justifier l'inspection de navires soupçonnés de traite sous la bannière étoilée, du moins s'ils pouvaient dire qu'ils pensaient que ces navires utilisaient de fausses couleurs. Cependant, la paix avec les États-Unis a également apporté, sans le vouloir, un problème supplémentaire pour les patrouilles anti-esclavagistes de la Royal Navy. Comme pendant la guerre, les charpentiers navals américains avaient transformé le Boston Clipper en un coureur de blocus presque parfait et très rapide. Avec la levée du blocus de la côte américaine, ces navires devaient désormais chercher d'autres opportunités commerciales lucratives. Bientôt, beaucoup furent employés par les négriers, misant sur leur vitesse et faible tirant d'eau pour distancer les navires de guerre britanniques. La petite taille des Clippers posait moins de problèmes pour transporter des cargaisons de faible volume et grande valeur, comme des esclaves. Cependant, les Britanniques exerçaient une pression diplomatique sur plusieurs nations pour mettre fin à l'esclavage dans le cadre des accords de paix, pour mettre fin au conflit en Europe. L'Espagne, par exemple, accepta de cesser de permettre aux navires étrangers d'utiliser son pavillon pour se protéger et de désavouer ainsi tout négrier étranger prétendant être sous pavillon espagnol. Les Français furent contraints d'accepter d'abolir entièrement leur propre traite des esclaves au plus tard en 1820 et le Portugal accepta d'accorder aux Britanniques des pouvoirs élargis pour saisir les négriers qui contrevenaient au traité de 1810. En principe, ils acceptèrent aussi de cesser leur traite des esclaves, mais à une date future indéterminée. Les Portugais n'ont pas vraiment fait d'efforts pour appliquer cet aspect. De plus, au Congrès de Vienne, les Britanniques ont réussi à faire en sorte que toutes les grandes puissances européennes adhèrent à l'idée d'abolir la traite des esclaves dès que possible. Bien que la manière dont chaque puissance interprétait « dès que possible » devait leur être laissée, un problème majeur fut rapidement constaté. Après la guerre contre la France, les patrouilles de la Royal Navy n'avaient plus le droit de saisir les navires français. Avec la diminution des populations esclaves dans les colonies françaises à cause du manque de ravitaillement pendant la guerre, les expéditions françaises de traite négrière augmentèrent brusquement. Même si le nouveau gouvernement français débattait en interne de l'abolition ou non de la traite des esclaves, la paix signifiait également que certaines colonies françaises étaient rendues à la France, ce qui, bien sûr, signifiait moins de bases de la Royal Navy et plus de ports négriers. À la fin de 1814, les navires de la Royal Navy en poste se composaient de 2 sloops, le Brisk et le Comas, ainsi que de 2 frégates, le Porcupine et l'Ulysse. En particulier, le Porcupine avait connu un certain succès dans la lutte contre le paludisme, principale cause de mortalité sur la station. Comme le capitaine avait réussi à se procurer une réserve d'écorce de quinquina en provenance de l'Amérique du Sud espagnole, c'était une source naturelle de quinine et il veillait à ce que toute personne allant à terre reçoive ensuite plusieurs jours de thé à l'écorce de quinquina. Un progrès notable fut la coopération avec des commerçants réformés, plusieurs anciennes compagnies britanniques de traite des esclaves se tournant vers le commerce de produits comme l'huile de palme, dont la demande croissait pour la révolution industrielle. Et au début de 1815, ces commerçants envoyèrent des plaintes depuis leurs différents comptoirs sur l'Old Calabar River, affirmant que leurs navires étaient retardés lors du chargement de leur cargaison à cause des nombreux négriers présents sur le fleuve, qui offraient à la fois plus d'argent pour un chargement accéléré. Ils étaient aussi accusés d'enlever des ouvriers des commerçants d'huile de palme pour les embarquer comme esclaves sur les navires négriers. Comas arriva comme prévu pour enquêter et repéra très rapidement 2 goélettes près de l'embouchure du fleuve. Comas se dirigea vers l'une d'elles et envoya l'une de ses embarcations après l'autre. La chaloupe s'approcha de la goélette Dos Amigos et lui ordonna de s'arrêter. Il n'y eut aucune réponse, alors des coups de semonce furent tirés à l'avant du navire. La goélette hissa un pavillon portugais, mais le premier lieutenant de Comas tira un nouveau coup de semonce, car le traité révisé ne la protégeait pas, vu sa position. La goélette escalada ensuite en ouvrant le feu sur la chaloupe de la Royal Navy.
Les hommes dans la chaloupe ripostèrent, et la goélette vira pour présenter son autre bordée, tira, puis vira de nouveau. Mais cette fois, le vent tomba, laissant la goélette immobile sur l'eau, et elle fut bientôt abordée par un équipage de chaloupes très en colère, qui bien sûr avait des rames. Le navire s'est en fait révélé être espagnol, arborant donc de fausses couleurs, et il fut dûment pris comme prise. L'autre goélette s'était échappée lorsque Comas était revenu pour aider sa chaloupe, et ainsi Comas récupéra la chaloupe et se dirigea vers l'estuaire du fleuve. Il jeta l'ancre dans l'estuaire. Pour servir de barrage contre tout navire tentant de s'échapper, Comas envoya 2 chaloupes en reconnaissance en amont du fleuve, et là, ils découvrirent pas moins de 5 navires négriers, 3 espagnols et 2 portugais, dont la goélette qui s'était échappée plus tôt. Prêtes à toute résistance, les chaloupes britanniques abordèrent rapidement et, après 10 minutes de mousqueterie, capturèrent les 5 navires. Ailleurs, l'Ulysse découvrit 2 usines à esclaves exploitées par des négriers britanniques. Dans les 2 cas, les négriers s'enfuirent à l'intérieur des terres, mais l'équipage de l'Ulysse, au lieu de chercher inutilement dans le paysage africain, se contenta de prendre tout ce qu'il trouvait de valeur dans les usines, puis mit le feu aux bâtiments pour les réduire en cendres. À l'été 1815, les navires de la Royal Navy avaient capturé une 12aine de navires négriers supplémentaires. Mais la reprise de la guerre en Europe et l'usure de leurs navires faisaient qu'en juillet, seul Comas restait en poste. Cependant, elle réussit à capturer encore 2 navires négriers en août avant de devoir rentrer elle-même, laissant temporairement les patrouilles à la Dolores, une ancienne goélette négrière capturée par l'Ulysse et retournée contre son ancien commerce. La Dolores et la princesse Charlotte, une goélette directement gérée par la colonie de Sierra Leone, furent laissées pour tenir la position. Jusqu'à l'arrivée de la frégate de 20 canons HMS Ban au début de 1816, la princesse Charlotte était aussi sous un nouveau commandement, le lieutenant Hagen, ex-premier lieutenant du Porcupine, ayant été transféré à son bord pour la diriger lorsque le Porcupine était retourné au Royaume-Uni. Avec un autre petit navire colonial, la goélette Mary, les navires intensifièrent leurs efforts, d'autant plus que de plus en plus de négriers résistaient activement aux tentatives de les saisir. La situation a culminé après d'autres incidents, quand la Mary, la princesse Charlotte et une prise utilisée comme ravitailleur ont commencé à chasser. Le Compador, un navire négrier qui avait décidé de contourner bon nombre des patrouilles côtières rapprochées en se livrant tout simplement à la piraterie contre d'autres navires négriers en mer et en s'emparant de leurs esclaves pour son propre compte. À la place, ils ont fini par poursuivre un négrier. Une goélette, qui battait pavillon français, a tiré sur plusieurs embarcations qui tentèrent de s'en approcher et ne s'est rendu qu'après avoir essuyé plusieurs bordées complètes. À la mi-1816, l'interdiction a été contrainte de rentrer au pays pour une remise en état et a été remplacée par l'Inconstant de 36 canons sous le commandement du commodore Sir James Yeo, que les étudiants en histoire connaissent probablement mieux pour avoir dirigé les efforts britanniques sur les Grands Lacs pendant la guerre de 1812. Bien que n'étant en poste que quelques mois avant que le navire ne soit réaffecté ailleurs, la frégate de Yeo a réussi à capturer 4 autres navires négriers, tandis que la princesse Charlotte a été déclarée trop usée pour continuer à servir. Mais le brigadier Louis, celui qui s'était défendu un peu plus tôt, a été renommé prince régent et mis en service pour la remplacer. Sous le commandement du lieutenant Hagen, le navire a capturé 5 autres navires négriers cette année-là, dont le La Paz qui a tenté de résister aux efforts d'embarquement avec le capitaine du navire. Il a poignardé Hagen à la main lorsque ce dernier lui a ordonné de se rendre, alors Hagen lui a tiré dessus, ainsi qu'au second homme le plus gradé à bord. Le négrier s'est soudainement montré beaucoup plus enclin à l'idée de se rendre. Au début de 1817, l'Inconstant était de retour, et l'équipage de Ban aussi, bien qu'il se trouvait désormais à bord du HMS Cherub de 26 canons. À ce stade, une grande partie des navires négriers étaient soit d'anciens clippers de Baltimore, capables ainsi de distancer les navires britanniques dans la plupart des conditions météorologiques, soit ils étaient de plus en plus lourdement armés, y compris un qui se vantait ouvertement d'avoir traqué l'Inconstant et de l'avoir coulé, mais qui s'est montré beaucoup moins audacieux lorsque l'Inconstant est apparu au large des côtes. Le négrier opérait à proximité avec le navire britannique, déclarant qu'il cherchait un combat. À la fin de 1817, l'Inconstant était assez usé et elle rentra donc au pays pour que l'équipage soit transféré sur la Sémiramis. Mais une fois de plus, l'ingérence politique fit son apparition. Le ministère des Affaires étrangères ordonna de ne pas intercepter les navires sous pavillon français, sauf s'ils étaient connus ou fortement soupçonnés de piraterie.
Prévu pour contrer la réaction probable des capitaines de la Royal Navy, la réserve précisait, selon le ministère des Affaires étrangères, que l'esclavage n'était pas assimilé à la piraterie. Ce revers fut partiellement compensé lorsque le Portugal accepta d'interdire aux négriers étrangers de commercer avec lui, limitant ainsi la traite portugaise des esclaves aux seuls navires portugais entre ses propres territoires, ainsi que des mesures généreuses autorisant la Royal Navy à fouiller les navires sous pavillon portugais, qui étaient soupçonnés de l'utiliser comme couverture ou si l'on pensait que ces navires commerçaient en dehors des zones autorisées. Cependant, il y eut davantage de progrès ailleurs. L'Espagne, sous pression diplomatique, accepta d'abolir sa traite des esclaves d'ici 1820 et de mettre immédiatement fin à tout commerce d'esclaves au nord de l'Équateur. Bien que les effets immédiats des traités espagnols et portugais aient en réalité entraîné une augmentation du nombre de négriers, alors qu'ils cherchaient à accélérer la mise en œuvre des accords, le lieutenant Hagen, désormais à bord du prince régent, estima simplement être dans une zone riche en cibles, et au cours du reste de l'année 1817, il captura 7 autres négriers. Avant toute nouvelle ingérence politique, le ministère des Affaires étrangères, influencé par ceux souhaitant suspendre ou annuler les patrouilles, selon certaines sources. L'interdiction du commerce avait ordonné que seuls les navires transportant des copies des nouvelles instructions spéciales sur la conduite des patrouilles anti-esclavagistes étaient autorisés à capturer des navires négriers. Et, très opportunément, aucun navire sur place n'avait de copie. Il fallait donc attendre l'arrivée de nouveaux navires du Royaume-Uni avec des instructions fraîchement imprimées. Cependant, en 1818, le retour du Chérub, ainsi que l'arrivée du Sémiramis, on a constaté quelques autres prises, alors qu'il distribuait également des copies des instructions spéciales, beaucoup de ces prises concernant des navires espagnols qui avaient décidé d'ignorer les dispositions du nouveau traité et devenaient de plus en plus pirates, tout en transportant des esclaves. Heureusement, la puissance de feu des 2 frégates de la Royal Navy suffisait largement. Bien que le capitaine Wills du Chérub, et oui, pour ceux qui se posent la question, il s'agit bien du même Chérub qui a aidé à capturer l'USS Essex pendant la guerre de 1812, ait rencontré d'importants problèmes. Lorsque les propriétaires de l'un des navires qu'il avait saisis l'ont poursuivi pour capture illégale, ils ont conspiré pour que tous les témoins des actes illégaux du navire soient interdits de témoigner sous des prétextes plutôt douteux, parce qu'ils étaient africains. Et d'une manière ou d'une autre, cela signifiait qu'ils n'étaient pas autorisés à témoigner. Par conséquent, évidemment, sans aucun témoin des actions du navire, ils ont pu gagner le procès contre le capitaine Wills. Heureusement, en appel, le jugement initial ruineux de plus de 21 000 livres contre lui personnellement a été annulé et réduit à un peu plus de 6 500 livres, ce qui restait une somme colossale. Mais cette somme a été en grande partie couverte par la vente des marchandises du navire saisi, le trésor acceptant aimablement de couvrir le petit montant restant, ce qui a permis à Wills de reprendre le commandement de son navire. Également en 1818, un traité avec les Pays-Bas a été conclu, interdisant la traite des esclaves néerlandaises d'ici la fin de l'année. Mais 1818 a également vu la mort de Sir James Yeo, une autre victime des diverses maladies endémiques de la côte ouest africaine. De plus, une tentative d'obtenir plus de coopération des Américains sur le droit de saisir les navires négriers battant pavillon américain n'a rien donné, sauf vers la fin de l'année. La frégate Tartare est arrivée avec des instructions de l'amirauté d'utiliser toutes les lois et traités britanniques établis, ainsi que tous les autres moyens, pour empêcher la traite des esclaves. L'amirauté semblait très irritée par les restrictions supplémentaires constantes du ministère des Affaires étrangères. Ainsi, elle donnait au commandant Collier sur le Tartare des instructions qu'il pouvait interpréter à son avantage. On peut supposer qu'il misait sur la lenteur du réseau de communication pour gagner du temps face à d'éventuelles tentatives de l'arrêter si son succès dérangeait certains intérêts, ainsi que le HMS Faisan. Un certain nombre de navires négriers furent dûment capturés, dont un qui était portugais et qui s'avéra appartenir à un gouverneur portugais. Il utilisait l'île qu'il dirigeait comme base pour la traite des esclaves, y compris une grande partie désormais interdite par traité. L'arrivée de 4 autres navires fut d'une grande aide, en particulier le Myrmidon, qui était très rapide et captura une demi-douzaine de navires négriers en seulement 1 mois, puis envoya des embarcations à terre sur l'île de Cherbourg avec des équipages chargés de s'infiltrer parmi les négriers opérant là-bas en se faisant passer pour un équipage américain de traite. Là, ils trouvèrent un négrier irlandais qui avait auparavant travaillé à Freetown même et y avait gardé des contacts, lesquels le tenaient informé des départs des navires de la Royal Navy.
Il revendait ensuite ces informations à prix fort à d'autres négriers ou les utilisait lui-même pour organiser ses propres expéditions de traite. Il devint immédiatement la cible prioritaire dès le retour de l'équipage de la Royal Navy à bord. Ainsi, 1819 laissa place à 1820 qui allait s'avérer être une autre année chargée pour la Royal Navy. Cette année vit aussi l'arrivée de nouveaux navires, la marine américaine menant pour la première fois ses propres patrouilles anti-esclavagistes, mais ceci est une autre histoire. Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous souhaitez que je poursuive cette petite série, car il reste encore beaucoup d'informations à aborder depuis lors. Ces patrouilles anti-esclavage ont eu lieu pendant la majeure partie du 19e siècle. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour vos questions sur la cale sèche.